nouveau, ce sont des moyennes. C5, C6 est donc la zone où la flexion est la plus importante. La flexion-extension, pardon, en globalement toutes les cervicales moyennes. Et C0, C1, de manière notable, ici, vous voyez que la flexion-extension est de plus de 12 degrés, alors que le maximum est aux environs de 18 degrés. Donc, ça n'est pas négligeable du tout, le degré de flexion-extension en C0, C1, le plus faible étant en C2, C3. Amplitude globale en latéroflexion, maintenant, mais vous voyez que, de nouveau, C4, C5, C3, C4 sont les vertèbres qui impriment le plus ce mouvement de latéroflexion pour l'ensemble du rachis cervical, que C7 et H1 est très faible en inclinaison latérale, et C1, C2 vient juste en deuxième position. Au niveau des rotations, alors là, qu'est-ce que l'on voit? C0, C1, c'est faible, c'est 5 degrés. Par contre, C1, C2, on est obligé d'allonger l'échelle et on est à 40 degrés. C'est là que la rotation est la plus importante. C'est là que la rotation de l'ensemble du rachis est déterminée. Et vous voyez que ça décline ensuite un peu. C4, C5 reste encore très mobile. Et puis, vous voyez, ça diminue jusqu'à C7 et H1 qui est aux environs de 8 degrés de rotation. Ça, ce sont donc des revues de littérature. Ici, par rapport, ça c'est une étude qui a été faite par Klein et Dottier, qui sont donc deux ostéopathes d'ailleurs, mes chercheurs à l'Université de Bruxelles, et le nombre de cas étant de 84 patients, tous cervicalgiques ici, on est dans la pathologie, et on voit ici la tranche d'âge 18-35 en couleur pourpre, disons, en 36-60 en jaune, et 61 à 90 ans, il y a quand même des hommes de 90 ans qui sont prêtés leur colonne cervicale à cette recherche, et se trouve en bleu. Alors, on voit l'évolution progressive de la flexion-extension avec ce qu'il faut remarquer peut-être, donc une diminution en général du mouvement, progressive. Mais ce qui est intéressant, c'est ici, il manque les cas de 18-35, faute de cas tout simplement, mais on voit qu'entre 36-60 et 61-90, il y a exceptionnellement une augmentation de la flexion-extension. Donc une instabilité, vraisemblablement, on peut bien l'imaginer, et non pas une augmentation qui serait un avantage. 10 minutes, j'y arriverai jamais, c'est impossible. Non, c'est possible. Ah ouais? Alors on ne verra pas la cinématique. Ou alors j'arrête tout ça en tout cas, et on passe à autre chose. Bon, ce qu'on peut voir ici, ça se confirme, C0, C1. Vous voyez, dans l'extension, en fait, qu'il y a une forte augmentation. Ça c'est lié vraisemblablement, mais c'est une hypothèse, à la rigidification et à la tendance à la syphose de la colonne dorsale qui est compensée ensuite par une extension cervicale et qui se traduit surtout par une extension au niveau C0, C1. Les mouvements associés. Alors, les mouvements associés dans le mouvement d'une vertèbre vont dépendre de l'obliquité de l'axe autour de laquelle tourne cette vertèbre. Et là, on va voir ça, ce sont des mouvements reconstruits, mais théoriques. Il ne s'agit pas de cas réels. Ce sont des mouvements. C'est à partir d'os que l'on a photographié ou scannérisé. Ensuite, on a fait la reconstruction des axes et avec les paradigmes mathématiques que je vous ai cités, l'axe hélicoïdal, voilà le mouvement qui se crée. Vous voyez que, évidemment, plus l'axe est vertical, plus il y aura de la rotation, plus l'axe est horizontal, plus il y aura une composante d'inclinaison latérale. Bon, j'accélère un peu. Vous voyez ici un axe plus vertical, autour duquel donc la composante de rotation va prédominer. Et si maintenant je passe à un axe plus horizontal, c'est la composante d'inclinaison latérale qui va prendre de plus en plus le dessus. Alors, les mouvements associés, donc les mouvements couplés que nous venons de voir, diminuent avec les étages. On voit que le rapport mouvement secondaire sur le mouvement primaire est toujours inférieur à 1, donc c'est toujours le mouvement primaire qui dirige. C'est-à-dire que si vous tournez la tête, vous pouvez modifier l'obliquité de l'axe et décider d'augmenter la rotation ou d'augmenter au contraire l'obliquité dans le sens horizontal ou vertical pour augmenter par rapport à un référent extérieur l'aspect inclinaison latérale ou l'aspect rotatoire. Donc vous voyez ici que lorsque je fais une latéroflexion, eh bien, en C2 par exemple, la rotation par rapport à la latéroflexion sera de 67%. 100% pour la latéroflexion, 67% de rotation. Si j'arrive en C7, j'ai pratiquement plus de rotation. Dans le mouvement d'inclinaison latérale, il est presque pur. C'est lié à l'obliquité des surfaces articulaires.
rotation, et l'inverse pour la rotation. Je peux maintenant décider d'avoir un mouvement primaire rotatoire et voir ce qui se passe à chaque étage en latéroflexion. Je fais alors le rapport latéroflexion-rotation et je vois que là aussi, en ces deux énormes proportions, on est proche de 1 et qu'au plus bas, je retrouve C7. Vous pouvez tous faire ce petit exercice, à savoir mettre vos doigts sur C2 et essayer de descendre jusqu'à C7. Vous faites une inclinaison à droite et normalement, vous allez sentir que le mouvement, ou plutôt vous faites, oui, c'est bien, je dis bien une inclinaison à droite ou à gauche, peu importe, et vous allez sentir que le mouvement rotatoire est accentué en haut et fortement diminué en bas. C'est tout à fait palpable, c'est sensible, hein, c'est très net. Mais donc, il ne faut pas s'étonner, non plus dans la clinique ostéopathique, de trouver un mouvement couplé rotatoire qui soit relativement faible en bas. Ce n'est pas nécessairement une indication de manipulation. C'est aussi ça que ça veut dire. Ça ne peut être fait que si on a comparé les étages du dessus. Si on trouve vraiment qu'il y a une incohérence dans la répartition, alors c'est intéressant. Là, on s'approche peut-être de la dysfonction. Hein, mais ça, entre guillemets, avec beaucoup de prudence, hein, parce que c'est un débat extrêmement important, la notion de dysfonction ostéopathique. Plus d'ailleurs dans mon travail. Voilà, phénomène de l'association diminue caudalement. Et ce dont on s'est rendu compte avec des travaux de ce type-là, et là sur le vivant, c'est qu'au niveau lombaire, tout est possible. Tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que vous pouvez avoir associé à une inclinaison latérale une rotation du même côté, une rotation du côté opposé, et avec des différences entre les étages, et cela de manière différente chez chaque individu. Aucune loi. Donc il n'y a pas de loi du mouvement physiologique au niveau lombaire. C0, C2. Alors ici, voilà, c'est simplement pour vous décrire, ça c'est l'axe de rotation en flexion-extension de C1 sur C2. Ici, en jaune, vous voyez là l'épaisseur ici, donc l'espace entre l'odontoïde et l'arc antérieur de l'atlas dans sa face postérieure. Vous voyez cet espace, vous voyez que c'est très congruent, cette articulation, on voit bien que les surfaces sont congruentes. Et les radiologues, quand il y a une diminution de cet espace, l'interprètent comme étant une arthrose. La question se pose réellement aujourd'hui de savoir si, encore une fois, ne serait-ce pas une dysfonction ostéopathique. Et c'est là-dessus maintenant que les travaux se portent, qu'on essaye de valider ou d'invalider cette hypothèse. Là aussi, vous voyez, on se pose souvent la question de savoir, lorsque l'on fait en ostéopathie, lorsqu'on teste un atlas, est-ce que l'atlas réalise une rotation ou une translation? Beaucoup parlent de translation de l'atlas et de technique en translation de l'atlas. En réalité, c'est toujours une rotation, parce que s'il n'y avait pas de rotation pour ce mouvement-là, ça voudrait dire qu'on aurait les axes jaunes qui se croisent à l'infini. On ne rencontre jamais ça. On a toujours un croisement des axes qui se rapportent perpendiculaires aux facettes articulaires de l'atlas. Donc ça fait quand même tomber quelques petites idées reçues, en ce sens c'est assez intéressant. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est de voir où sont les axes qui nous permettraient de nous rapprocher lors de la palpation, lors du testing articulaire, de nous rapprocher des axes de mouvement de cet étage pour être plus précis dans nos sensations. Et voilà l'axe de latéroflexion, c'est à peu près à hauteur du nez, on se trouve, pour tester latéroflexion de l'occiput sur l'atlas. Voilà ici où se trouve l'axe de flexion-extension. Alors ici, il s'agit des mouvements associés, conditionnés par une structure bien particulière de cet étage, c'est le ligament alaire, que vous voyez ici, qui, lorsque je crée une rotation, va, une fois qu'il est mis en tension, imprimer une inclinaison latérale du côté opposé. C'est la mise en tension du ligament alaire qui impose cela. Et il est intéressant de savoir que ce ligament alaire, un peu comme ce que nous avions vu tout à l'heure, n'a pas un comportement linéaire au niveau de sa mise en tension, c'est aussi une courbe d'hystérésis et donc aussi forcément une zone neutre possible. Alors voilà le ligament alaire tel qu'il est décrit dans la littérature habituellement, dans Rouvière par exemple, ou dans Sobota. Il a cette inclinaison que vous voyez de dedans en dehors et de bas en haut et d'arrière en avant. Et en réalité, lorsque l'on fait les dissections, on le retrouve toujours beaucoup plus horizontal. Le voilà. Voilà maintenant la courbe d'élongation en fonction de la force. Ici, c'est range of movement. Et ici, vous avez neutral zone. Vous voyez que si vous tournez la tête, il va s'étirer de manière tout à fait passive, sans aucune force. Et puis tout d'un coup,
la force est nécessaire pour pouvoir le mettre en tension. Ce qui est très intéressant pour nous, c'est de savoir que cette mise en tension est soumise à cette loi-ci, à savoir que si vous étirez lentement, vous pouvez l'étirer longtemps. Si vous l'étirez très vite, technique haute vélocité, basse amplitude, il se met immédiatement en tension. Donc ça, c'est extrêmement important pour définir la différence qu'il y a, par exemple, entre une mobilisation cervicale et une manipulation cervicale. Il y a intérêt aussi à ce que le ligament alaire soit en bon état. Alors, HVBA, on y arrive, peut-être réussi, mon truc. Étude 3D colonne cervicale, donc travaux de Walid Salem et Paul Klein. Voilà comment c'est réalisé. Donc on met l'individu dans un scanner. Bien entendu, nous avons des comités d'éthique, etc., qui participent, qui donnent leur aval, sinon c'est impensable. Il faut veiller à ce que la rotation soit pure, qu'on n'ait pas en fait une espèce de mise en rouleau, parce que d'autres études avaient montré des résultats assez différents, mais on s'est rendu compte que c'était un biais technologique. Donc il faut vraiment bien installer la rotation pure, tout du rachis cervical par rapport au reste du corps, fixer la tête, et voilà, extraire ensuite le volume osseux. Donc ça, c'est la machine qui fait tout ça. Vous voyez ici l'image que l'on va avoir en reconstruction tridimensionnelle. Il nous faut maintenant revenir à notre axe hélicoïdal. Il faut donc des marqueurs anatomiques virtuels, système de coordonnées locales liés à chaque vertèbre. Donc pour chaque vertèbre, il va falloir faire ce travail de bénédictin, même si on est chez les jésuites, qui va nous permettre de préciser les repères dans les trois plans de l'espace. Voilà, vous voyez. Et ça doit être extrêmement précis. Voilà les axes qui se dessinent. Ensuite, il faut que la machine puisse ramener la cinématique inverse, c'est-à-dire qu'une fois que les prises de vue ont été faites, elle puisse ramener à la position neutre de départ. Ça, c'est tout un algorithme lié au programme informatique. Voilà une méthode de recalage, on appelle cela. Là, je vais vous en donner une image beaucoup plus parlante, on va gagner du temps. Voilà, là, c'est du recalage, vous voyez. Il faut pouvoir revenir à la position de départ. Ou encore ceci, plus complexe, bien entendu, ça c'est ce qui se passe dans la réalité virtuelle de l'informatique. Une fois que tout ça est fait, vous voyez que c'est quand même un certain travail. Expression des angles anatomiques, on a phi qui est connu, rappelez-vous, la translation est connue, on a tout mesuré, les cosinus directeurs connus, donc en fait les 6 paramètres nécessaires dont les coordonnées cartésiennes, puisque c'est de la géométrie analytique. Les résultats, je vous montre rapidement, et je ne vais peut-être pas m'attarder sur les chiffres, vous avez les valeurs, là avec la déviation standard qui est représentée entre parenthèses. Les déviations standards sont importantes, ce qui montre bien d'ailleurs la singularité, que chaque cas est très différent. Quand vous avez des déviations standards aussi importantes, des écarts types, vous pouvez vous dire qu'il n'y a pas de cas pareil. La moyenne n'a pas beaucoup de sens, si vous voulez, dans ce cas-là. Et voilà les valeurs que l'on a. Il y avait déjà des travaux qui avaient été faits par Ishii en 2004, Walid Salem en 2005. Qu'est-ce que l'on voit? Les signes négatifs, latéroflexion, monolatérale extension. Donc on a fait une rotation maximum de la tête de la colonne cervicale inférieure et on voit que la rotation est associée à une latéroflexion homolatérale et en extension. L'extension étant donnée ici par les chiffres négatifs, ce qui peut être intéressant, cela dit, à suivant. Alors là, on va voir, voilà la reconstruction tridimensionnelle à partir d'un cas in vivo, donc à partir des images scanners, et c'est réalisé avec un logiciel qui s'appelle le logiciel Amira, et qui, une fois tout ce travail réalisé de repérage des points, permet la reconstruction tridimensionnelle. C'est des images, c'est une première, ça. On n'avait jamais réussi à ce jour à reconstruire l'image d'une colonne cervicale sur le vivant à partir de toute une série de clichés. Alors, on se pose la question, on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas des RMN? Mais c'est parce que l'acquisition en RMN est beaucoup plus longue, et donc pour retransmettre quelque chose proche du réel, c'est beaucoup plus difficile. Qu'est-ce que l'on voit là-dessus? Alors voilà, vue de profil. On est dans la physiologie, là. Ah non, c'est là, je ne sais plus maintenant, j'en sais plus très bien. Attendez. Petit retour en arrière. Oui, on est bien dans les mouvements associés, on est dans la physiologie. Donc vous voyez.